Bonjour à tous. Alors, quand je suis arrivée chez Evaneos en 2023, c'était assez particulier parce qu'il n'y avait pas de backlog, pas de sprint, pas de ticket. Et pourtant, les équipes, elles avançaient, elles livraient, elles avaient l'air de prendre des décisions et d'avoir de l'impact. Et en fait, j'ai vite compris que ce n'était pas le fruit d'un hasard, mais le fruit d'une méthode qui était déjà en place là depuis quelques temps, c'est ShapeUp. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc moi, c'est Chloé, je suis dans le produit depuis 8 ans, je suis chez Evaneos depuis 2 ans. Donc c'est pas moi qui ai mis en place la méthode ShapeUp, mais je suis arrivée, elle tournait déjà bien et je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait et depuis comment on a itéré dessus aussi. Donc déjà, pour vous donner un peu de contexte, Evaneos, ça a été créé en 2009, ça a donc 15 ans d'existence, c'est une scale-up. Aujourd'hui, on est 170 personnes et l'idée, c'est de connecter des voyageurs, comme vous et moi, à des agences locales de voyage à destination, dans l'idée de co-construire un voyage ensemble et que ça soit du tourisme plutôt responsable. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'en fait, on n'a pas d'agence physique. Ce n'est pas comme Voyageurs du Monde ou d'autres acteurs. Tout se fait en ligne. Donc en fait, notre produit, il est numérique et seulement en ligne. Et pour vous donner un peu une petite idée de qu'est-ce que c'est notre produit, donc en fait, ce qu'on a, c'est la partie voyageur que vous pouvez voir. Donc sur Internet, un site et une application mobile. Donc l'idée, c'est de consulter de l'offre, des itinéraires, co-créer son voyage, avoir des infos pendant le voyage et à son retour. Et on a toute la phase de l'autre côté pour nos agences locales, où en fait on a développé une travel suite, donc un CRM pour que nos agences puissent gérer leurs demandes de voyage, un outil pour créer des devis, un outil de quotation, de paiement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu la photo d'aujourd'hui. Et pour vous dire comment on a mis en place ShapeUp, en fait, il faut revenir 5 ans en avant à quelque chose que vous connaissez tous, le Covid. Quand on est dans l'industrie du tourisme, ça fait mal, parce qu'en fait, toutes les frontières se ferment petit à petit. On ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir, donc les voyages sont d'abord reportés, puis annulés. Finalement, il n'y a un peu plus rien à faire, donc il y a eu une vague de départ volontaire. La boîte a dégraissé de quasiment moitié des effectifs. Et du coup, ça laisse du temps pour se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on redémarre. Donc finalement, ça a été une période assez propice de veille. Alors j'ai mis produit parce que je suis PM, mais aussi de veille tech, de se poser des questions sur nos pratiques, qu'est-ce qu'on veut faire, comment les gens font ailleurs, comment on pourrait s'améliorer. Et dans l'idée de se dire, on a envie d'améliorer 2 choses. Déjà, comment on se concentre sur les bons sujets et comment on a de l'impact. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Evaneos, c'était un peu une usine à fonctionnalités. Il y en avait dans tous les sens. Ça sortait, mais on se concentrait peut-être plus sur qu'est-ce qui sort, le comment, que sur le pourquoi. Et aussi, question un petit peu liée, l'idée de en fait, comment on s'aligne, comment on fait en sorte de garantir aux équipes qu'elles peuvent travailler, qu'elles ne sont pas sans cesse en train de se disperser ou de diluer l'effort. Donc en fait, c'était un petit peu ça qui nourrissait les échanges. Et au milieu de tout ça, il y a un petit bouquin qui a émergé. Ce bouquin, du coup, c'est ShapeUp. Donc c'est une méthodologie qui a été développée par Basecamp en 2019. Donc Basecamp, c'est une société basée à Chicago qui édite un logiciel de gestion de projet. Et donc pour vous expliquer un petit peu, donc ça c'est un peu la grosse slide qui récapitule tout, mais après on va rentrer dans le détail de tout. Première notion importante, c'est des cycles de 6 semaines. Donc c'est plus long qu'un sprint classique, mais c'est néanmoins pas non plus trop long. Et donc en fait, on a 6 cycles par an, donc ça passe assez vite, 3 par semestre. Et entre chaque cycle, on a des cooldowns. Donc les cooldowns, c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est des périodes de 2 semaines entre chaque cycle. Et après, il y a quelques notions importantes à avoir en tête, donc des notions de shape et de build. On y reviendra après un peu mieux, mais en gros, le shape, pour schématiser, c'est ce qui est cadré, faire sa discovery. Le build, on construit, donc on itère. Ces 2 choses-là, on les fait en parallèle. C'est pour ça qu'on parle de dual track. Et au milieu, on parie. Donc c'est la phase de bet. On parie sur les sujets. Avant de rentrer un peu dans le détail de ce que tout ça signifie, il y a quelques points clés à avoir en tête. C'est qu'en fait, les équipes, elles sont autonomes sur ce qu'elles shape, sur ce qu'elles build, sur ce qu'elles veulent faire et sur ce qu'elles proposent. Et en fait, c'est vraiment la phase de bet où on valide ensemble collectivement sur la boîte et on parie sur nos sujets. Il n'y a pas de backlog, on en reviendra après, mais vraiment, ce n'est pas du tout la façon dont les choses sont faites. Et on n'est pas censé être interrompu pendant 6 semaines. Donc en fait, on livre ce sur quoi on s'est engagé sur les shapes et les builds. Il n'y a pas de bug, de tâches support ou autre. Donc pour vous dire un peu dans quel contexte on l'a implémenté, je vais vous parler de notre organisation produit côté Evaneos. Donc on est organisé en impact team, on en a 7 en tout. Et en fait, à chaque fois, on a un objectif à atteindre. Donc on a un KPI à faire bouger, une North Star. Moi, par exemple, c'est d'améliorer le taux de vente des agences locales. Donc, je gère en fait mon périmètre vis-à-vis de ce KPI-là. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un peu enrichi la façon dont les équipes sont composées.
Donc ça, vous connaissez sûrement, c'est le product trio. Souvent, on dit qu'en fait, il faut un profil tech, donc le tech lead ou l'engineering manager, un profil produit, POPM, un profil design et une équipe de développeurs. Nous, on a cette base-là, ce socle, mais en fait, on l'a enrichi et on parle en interne de product orchestra. Donc en fait, on ajoute 2 profils, un profil data, un data analyst, qui n'est pas à 100% dédié à l'impact team, mais qui nous permet en fait de vraiment creuser la donnée, l'analyser, analyser les expérimentations et en fait nous enrichir de tout ça. Et un autre profil qui est dans l'orchestra, c'est un profil biz, qu'on appelle le co-lead biz. Et en fait, c'est celui qui a des intérêts directement reliés aux nôtres. Donc moi, typiquement, je vous disais, mon but, c'est d'améliorer le taux de vente des agences locales. Je travaille avec la personne qui coordonne tout le réseau d'agences locales. Parce qu'en fait, on a le même objectif à la fin. On a des développeurs, évidemment, et on a aussi des experts métiers. Donc, ce n'est pas des gens à temps plein dans l'équipe, mais c'est quand même des gens qui dédient une partie de leur temps pour nous, pour participer à des ateliers, à des workshops, à du brainstorming, pour regarder les maquettes, pour valider avec nous, et vraiment qui suivent l'équipe au fil de l'eau et qui nous infusent de leur vraiment expertise métier pour qu'on s'assure que tout ça est dans le bon sens. Donc voilà pour notre orga produit. Et maintenant, on va rentrer du coup dans le détail un peu de ces grandes notions de shape-up. Donc on va commencer par la première, le shaping. Donc du coup, dans la théorie, le shape, en fait, c'est vraiment une idée de défricher. On a un sujet, on veut le défricher. Donc en fait, c'est un cadrage ou une discovery. Et ils insistent beaucoup sur le fait qu'il faut trouver le bon niveau d'abstraction. Ce qui signifie qu'au début, le sujet, il a l'air un peu obscur, il est très abstrait, il est shapé, mais l'aboutissement d'un shape, c'est pas une spec. En fait, ça doit rester à un niveau un peu macro. Donc l'idée, c'est de voir un peu les problèmes, les trous dans la raquette, les points noirs, mais il ne faut pas arriver sur quelque chose de trop précis. Nous, concrètement, donc on se base sur ça, mais on a décidé un petit peu en fait, d'enrichir le côté shape pour aussi s'y retrouver. Donc en fait, on a différents types de shape qu'on associe à des types de discovery. Donc on en a 3. Le premier, c'est tout ce qui est shape exploratoire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'identifier de nouvelles opportunités à valeur ajoutée. Donc c'est dans cette phase-là où on fait beaucoup d'interviews utilisateurs, on creuse la donnée, on analyse le produit. L'idée, c'est vraiment de mapper toutes nos opportunités. Et le livrable, à l'issue d'un shape exploratoire, pour nous, c'est un arbre d'opportunités, où vraiment on a bien tout ça qui est mappé avec un ordre de priorisation. On a également des shapes qui sont un peu plus conductifs. Donc en fait, sur notre arbre d'opportunités, on va décider de se concentrer sur une opportunité précise, et celle-ci, on a envie de la creuser, et d'expérimenter et de mieux comprendre. Donc c'est dans un shape conductif, par exemple, qu'on fait des tests utilisateurs sur les maquettes, que vraiment on creuse, que des fois on fait des petits POC en production pour vraiment expérimenter. Et on a un dernier type de shape qui est plus technique, là, donc où le PM intervient beaucoup moins, mais l'idée c'est plus d'explorer une solution technique, voilà, de préparer les aspects techniques d'un projet et d'évaluer tout ça. Moi, concrètement, je trouve que c'est hyper puissant pour le PM parce qu'en fait, souvent quand même, quand on est entre discovery et delivery, la delivery, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps, c'est de l'opérationnel et c'est dur de se dédier du temps à toute cette partie discovery. Là, le fait qu'on ait vraiment du temps qui soit institué dedans et que ça soit assez bien cadencé, c'est hyper puissant pour le PM. Ça nous permet d'être vraiment en maîtrise de notre périmètre, d'avoir le temps de faire du benchmark, d'étudier, de comprendre et d'avoir un peu sa stratégie produit pour son équipe. On a donc une deuxième notion assez intéressante, c'est la phase de build. Donc, build, dans la théorie, c'est vraiment la phase où on met en production une solution. Donc, en fait, c'est notre phase de delivery. Et dans la théorie, ils insistent un peu, pareil, je vous ai remis un schéma, sur le fait que quand on commence un build, on ne sait pas forcément exactement comment ça va être ni à quoi ça va ressembler. C'est ce que je vous disais juste avant, à la fin du shape, c'est encore un peu, c'est pas abstrait, mais c'est pas trop concret non plus. Mais au fil du build, on apprend du coup à bien voir ce qu'on fait et à délivrer petit à petit. Pareil, chez Evaneos, on a repris cette notion-là, mais on a 2 types de build. Donc on a un build quand c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc généralement, c'est issu d'un shape, on a eu une opportunité, on a testé, on pense que ça va avoir de l'impact, donc là, on l'industrialise. Donc on l'industrialise bien avec vraiment toute la chaîne de tests, etc. Et on a un autre type de build qui, là, n'est pas dédié au fait de rajouter une nouvelle fonctionnalité, mais plutôt de faire du refactoring. Donc de retravailler un peu le code des fonctionnalités existantes pour aussi maintenir une qualité excellente. Et ce qui est en tout cas à savoir chez nous, en tout cas, c'est que les équipes techniques, elles sont hyper autonomes en fait sur la delivery de la solution. Moi, j'interviens assez peu. En fait, le PM chez Evaneos ne découpe pas et ne rédige pas d'US. En fait, c'est vraiment sur la partie shape, je transmets ça. On en parle beaucoup ensemble, bien sûr, mais c'est l'engineering manager en fait qui fait le découpage et qui gère vraiment l'équipe tech entre back, front. Et ils sont hyper autonomes sur ça.
Donc là, on a parlé de nos cycles avec des shapes et des builds. On va maintenant parler de la période intercycle, donc c'est la cooldown. La cooldown, dans la théorie, donc c'est une période entre cycles qui n'a pas de travail programmé. Du coup, on profite de cette période-là pour corriger les bugs. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est notre channel Slack où on a nos bugs du support, on priorise, on le fait. Et l'idée aussi, c'est d'explorer de nouvelles idées. Et c'est le moment pour préparer le prochain cycle et passer un betting table, ce que je vais vous expliquer juste après. Concrètement, donc nous, on reprend cette trame, mais on a essayé de vraiment structurer nos 2 semaines de cooldown pour s'assurer qu'on a le temps de bien tout faire. Donc la première semaine, en fait, on finalise vraiment le cycle et c'est là où on cale nos rituels d'équipe. Donc on passe en betting table, on fait aussi une rétrospective d'équipe qui du coup n'arrive que toutes les 8 semaines, donc ce qui est assez moins souvent qu'en Scrum ou en modèle agile classique. Et on fait des démos produits à toute la boîte pour montrer aussi ce qu'on a livré à l'issue de notre cycle. Et on corrige les bugs, parce que quand même, il y en a un petit peu. Et la deuxième semaine, on essaie de passer du temps par expertise. Donc en gros, les devs front sont ensemble, les devs back ensemble, les PM ensemble, les designers ensemble. Et l'idée, c'est un peu d'harmoniser les pratiques, de ne plus être juste sur son impact team à faire des choses, mais de travailler collectivement ensemble, de contribuer à des projets transverses ou annexes. L'idée aussi derrière ça, c'est de faire un peu de veille, d'avoir un peu de prise de recul pour ne pas être toujours le nez dans le guidon. Et il y a quand même un peu la volonté de se dire, entre le cycle dans la cooldown, ça s'appelle cooldown pas pour rien, donc il faut aussi un peu recharger les batteries et être d'attaque pour le prochain cycle. Dans les faits, moi je trouve que ça passe hyper vite, c'est vraiment 2 semaines qu'on ne voit pas passer. Finaliser le cycle, oui, il n'y a pas de souci. Prendre un peu de temps par expertise, oui. Faire de la veille, honnêtement, c'est assez dur. En fait, il y a quand même, ça passe vraiment vite. Et pourquoi ça passe vite? Alors déjà parce que c'est ce que je vous ai mis là. En fait, il y a la betting table pendant la cooldown. Et du coup, on va en parler, mais c'est quand même un rituel qui se prépare pas mal. Donc en fait, dans la théorie, l'idée, c'est qu'on arrive en betting table, donc c'est un rituel. On a des pitchs. Donc en fait, l'équipe vient pitcher les sujets sur lesquels ils souhaitent travailler au prochain cycle. Et donc l'idée, c'est de convaincre ceux qui sont à la betting table en fait, de miser et d'investir pour ces 6 semaines-là. Normalement, dans la théorie, on ne parie que sur les builds, donc sur ce que l'équipe va construire et industrialiser, et elle est autonome sur les shapes, donc sur ce qu'elle souhaite cadrer ou explorer. Et c'est ce que je vous disais au début, il y a l'idée qu'il n'y a pas de backlog, donc en fait, les idées importantes reviendront. Ce qui signifie qu'on peut présenter un nombre de pitchs à une betting table, ils sont validés, parfois il y a un peu de retravail derrière, il y en a qui sont retoqués, on le fait, et en fait, à la prochaine betting table, on repropose des pitchs. Donc parfois, c'est la suite logique de ceux qui ont été là, donc un shape qui peut se transformer en build, parfois c'est des recalés qui reviennent, parfois c'est des nouveaux parce que de nouvelles idées ont émergé. Donc nous, concrètement, la betting table, alors on a décidé de parier sur les builds et sur les shapes, parce qu'en fait on s'est dit que c'était quand même aussi important de cadrer ce sur quoi on passe du temps à explorer, donc que ça soit fait de façon efficace, et il y a quand même des opportunités qui peuvent être plus ou moins grandes. Donc en fait on parie sur les deux, et c'est ce que vous voyez sur ce petit schéma. Donc on rédige des pitchs à chaque fois, donc un pitch pour une discovery qui est technique, conductive ou exploratoire, un pitch pareil pour une nouvelle feature ou pour du refactoring. Pour le coup, on a pas mal itéré sur ça. Du coup, maintenant, c'est un rituel d'1 heure par équipe, toutes les 8 semaines, du coup, vu que c'est à chaque cooldown. Donc, avec le Product Orchestra que je vous présentais au début, et après 3 rôles qui sont au CODIR, donc CPO, CTO et un CODIR sponsor, donc qui dépend selon l'équipe de où elle est. Et pour le coup, c'est très efficace, parce qu'on a quand même 1 heure pour faire une petite repasse sur les précédents sujets, l'impact qu'on a eu, ce qu'on veut faire au prochain cycle. Et du coup, tout est templatisé. Alors nous, on utilise Notion. Et en fait, on utilise vraiment les mêmes templates d'une impact team à l'autre pour rédiger nos pitchs un peu de la même façon, donc pour être sûr de parler du problème à résoudre, des solutions qu'on souhaite, des KPI, enfin vraiment de tout. Et ça nous permet aussi un gain de temps, en fait, parce qu'on remplit et ça enlève un peu de charge mentale. Sachant que en fait, ce travail de préparation de betting table, il est quand même beaucoup à la charge du PM. C'est collectif pour toute l'équipe, mais c'est vraiment lui qui porte ce rituel-là. Et en fait, c'est un rituel qui se prépare, vraiment, parce que c'est un moment d'échange d'1 heure, donc il faut être sûr de parler des bons sujets, au bon niveau de granularité, et d'anticiper les potentiels challenges des gens du CODIR qu'on voit assez peu et qui n'ont pas forcément toujours les mêmes problématiques que nous à l'esprit. Donc voilà pour la betting table. Et il y a une notion qui est assez importante derrière ça, c'est l'appétit. L'appétit, pour vous l'expliquer, en fait, c'est vraiment le temps qu'une équipe est prête à passer sur un problème spécifique. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se dire combien ça prend de construire une fonctionnalité,
mais plutôt quel temps on a envie d'y passer. En fait, combien de temps on veut se donner dessus. Et du coup, la variable en fait, d'ajustement, ça va être le périmètre. Parce que forcément, s'il y a moins de temps, il faut ajuster. Et du coup, on parle en termes de semaines. Donc un cycle, c'est 6 semaines. Et en fait, moi, j'arrive avec mes pitchs en disant j'aimerais passer 2 semaines d'appétit à explorer tel sujet, 3 semaines à build telle chose, et ainsi de suite. Donc c'est pas une notion qui est toujours très simple à comprendre, notamment côté développeur, parce que forcément, il faut quand même faire un petit ratio entre le temps qu'on a envie d'y passer, mais concrètement, est-ce que si on y consacre une semaine, on peut sortir quelque chose? Donc il y a quand même un équilibre à avoir entre les deux. Et en fait, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'adosser cette idée d'appétit à l'impact qu'on veut avoir in fine sur le produit. Et en fait, souvent, en gros, pour nous aider un petit peu à matérialiser ça, c'est se demander comment, en tant qu'équipe, si on a 6 semaines, admettons que 6 semaines, ça représente à peu près 100 000 € de coûts, comment on veut les investir? En fait, sur quoi on veut construire, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut le faire, pour essayer de rationaliser l'effort et de s'obliger à penser en fait ROI, quel retour sur investissement par rapport au temps qu'on passe sur ces choses-là. Donc voilà, là normalement vous avez à peu près tous les concepts de shape-up. Donc si je récapitule, vous avez des cycles avec des shapes, des builds, des phases de cool-down pendant lesquelles on bet pendant la betting table sur des sujets. Et maintenant je vais vous raconter un petit peu du coup nous chez Evaneos quel bilan on en tire, sachant que du coup c'est la 4e année. Donc on a eu le temps de le mettre en place, d'itérer d'une année à l'autre pour s'ajuster et on continue avec, donc c'est que ça se passe plutôt bien. Du coup, nos succès pour ça, alors déjà, on trouve qu'on a beaucoup gagné en impact et en clarté. C'est ce que je vous disais au début, au moment du Covid, où il y a eu toute une veille produit. Il y avait une sensation un peu de dispersion. On sortait plein de choses, on ne savait plus trop pourquoi, on était interrompu, on ne se posait pas les bonnes questions. Là, ça remet en fait vachement de sens. De chaque équipe a un objectif et autonome pour travailler sur ses shapes et sur ses builds. Et en fait, derrière, a eu des résultats concrets avec des métriques qui ont bougé, donc le taux d'engagement sur le site, les taux de conversion, et ainsi de suite. Et ça nous a permis en fait, de découvrir des vraies opportunités sur lesquelles on a capitalisé, expérimenté, et où derrière, ça a vraiment fonctionné. Autre chose qui est assez intéressante, c'est que du coup, on collabore beaucoup avec les équipes métiers. En fait, le produit n'est pas à part dans la boîte. Il est un peu au milieu de tout, parce que finalement, vu qu'on a tous des experts métiers et un colis de biz, en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent part au quotidien des Impact Teams et qui du coup interagissent presque quotidiennement avec les développeurs, designers et PM. Donc vraiment, c'est une collaboration assez riche qui fait que finalement, tout le monde suit les évolutions de produits, que ça soit autant côté voyageurs que côté agence locale. Et on avance vraiment tous ensemble. Et autre succès, c'est que côté PM, ça donne beaucoup d'autonomie. C'est un peu ce que je vous disais, du coup, on est moins sur le delivery parce qu'il y a vraiment une grande autonomie des équipes tech à vraiment être honneur de la solution, à découper, à travailler pour. Et du coup, le PM se ressente beaucoup plus sur l'aspect discovery. Donc, comment il anticipe, en fait, comment il essaie d'avoir un coup d'avance pour le cycle d'après, sur quoi il a envie d'explorer, qu'est-ce qu'il a envie d'expérimenter et comment il veut le faire. Et donc ça, je trouve que c'est assez puissant pour le coup. Bien sûr, tout n'est pas rose. Du coup, forcément, il y a des choses qu'on a dû ajuster et sur lesquelles on itère encore. En fait, c'est pas forcément parfait. Donc, la première chose en fait à avoir en tête, c'est que du coup, c'est très dirigé par l'impact. Quel impact on veut avoir derrière, quel impact business. Et en fait, comme vous l'avez vu dans les cycles, du coup, il n'y a pas forcément de temps dédié à la santé technique ou à la dette technique. En fait, pendant les cycles, on avance, on itère. Pendant les cooldowns, on corrige. Mais du coup, on corrige ce qui ne va pas. Et il n'y a pas forcément ce temps-là qui est dédié à l'amélioration du produit. Donc c'est forcément des alertes que peuvent remonter les équipes tech. Et en fait, ce qu'on a instauré depuis quelques mois déjà, c'est du coup de se dire en fait on va allouer du temps de cycle, du coup pas du temps seulement du temps de cooldown à la tech. Et en fait pour le coup sur ça ils sont autonomes, ils ont environ 15% du temps de cycle. Et c'est eux en fait qui s'auto-organisent, qui priorisent et qui décident en fait ce qu'ils veulent faire pour en fait améliorer le produit et le maintenir. Et autre chose, pareil, qu'on a instauré, c'est un rôle de Captain Interrupt. Donc, en gros, l'idée de se dire, normalement, on n'est quand même pas, pendant 6 semaines, en fait, on ne corrige pas de bugs, on n'est pas interrompu. Après, ça, c'est la théorie. Bien sûr, parfois, dans la réalité, il y a des incidents, il y a des régressions majeures. Donc, en fait, on a quand même besoin d'être interrompu. Donc, l'idée, c'est un petit peu de se dire, par équipe, qui est la personne qui va être interrompue, donc qui est le point de contact, qui va qualifier, du coup, est-ce que ça mérite vraiment de s'interrompre ou pas, et si oui, qui va le faire. Donc si cette personne suffit, elle le fera seule,
Donc il y a un Captain Interrupt par équipe, donc en fait il y en a 7, ça veut dire tout le temps. Sinon, ils dépêcheront d'autres gens pour bosser ensemble sur ça. Autre petit point qu'on a dû aussi un peu ajuster, qui est assez lié au premier, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est ShapeUp, ça force à prioriser par l'impact. Du coup, c'est pas forcément facile d'inclure des priorités qui sont pas business et qui n'ont pas forcément d'impact. Donc, il y a des priorités tech, mais il y a aussi les priorités design. Typiquement, si l'UX est un peu vieillissante, que les parcours utilisateurs pourraient être optimisés, c'est pas un sujet en tant que tel qu'on peut forcément pitcher et faire passer en betting table. En fait, on va y arriver si on l'intègre à un build ou à une refacto, si on arrive à prouver que ça nous fait perdre des voyageurs, de la compréhension de la valeur. Mais sinon, c'est pas naturellement des sujets qui vont se retrouver, on va dire, en haut de la pile. Donc, c'est pas toujours simple non plus à prioriser. Et il faut aussi trouver le bon équilibre entre shape, build, entre chaque cycle. En fait, c'est des cycles de 6 semaines, c'est assez cadencé parce qu'on a des shapes, naturellement, si c'est validé, ça passe en build et ainsi de suite. Mais parfois, la temporalité peut ne pas être la bonne. Et du coup, il y a un R&D mode. Alors ça, pour le coup, c'est dans la théorie ShapeUp. Et nous, on l'exploite un peu. C'est l'idée de se dire, des fois, on a un sujet, il y a beaucoup d'incertitudes et on n'a pas forcément envie de passer sur un cycle shape exploratoire, shape conductif et build. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en R&D mode. Et l'idée, en fait, c'est de dérisquer. Donc, ça peut être dérisqué d'un côté produit fonctionnel ou dérisqué techniquement. Et souvent, en fait, en sortie de ça, ce qu'on a, c'est un POC, donc qui est jetable. Normalement, on ne va pas itérer et construire dessus, mais c'est juste se montrer, OK, on est capable d'avoir une solution dessus, on est capable de trouver de l'adhérence, il y a de l'usage. En fait, c'est vraiment pour se prouver que ça peut marcher avant d'aller plus loin et de, du coup, derrière, industrialiser davantage. Et la dernière chose, pareil, un petit peu zone de friction, c'est tout ce qui est priorisation et backlog. C'est ce que je vous disais au début. Du coup, il n'y a pas de backlog en ShapeUp. Pour autant, on passe notre temps à récolter des insights, que ce soit en faisant des interviews utilisateurs, en analysant la donnée, en ayant des petits bugs, des petites frictions. Donc en fait, il y a quand même plein de choses à gérer sur son produit. Et en fait, du coup, il faut une certaine discipline pour stocker ses idées, vu qu'il n'y a pas de backlog. Donc pour ça, il y a plusieurs outils et toutes les équipes Evaneos ne font pas forcément la même chose. Il y en a qui utilisent beaucoup les arbres d'opportunités. Donc même si on sait qu'on se concentre sur telle partie de notre arbre, on note quand même au fil du temps toutes les autres opportunités qu'on a. Pareil, on a des outils pour stocker les retours utilisateurs, typiquement Dovetail, qu'on essaie d'avoir super propre. Comme ça, on sait que si un jour on change de sujet ou qu'on a le temps, on peut retrouver un peu tous les pains utilisateurs, tous les points de friction pour y tirer dessus. Et en fait, voilà, on a quand même un enjeu d'essayer de garder toute cette matière de retour qui est hyper riche, qui est hyper dense, mais qui n'est pas actionnable pour le prochain cycle, en fait, ou qui ne va pas être travaillé dans les prochains mois. Donc voilà un petit peu pour les zones d'ajustement. En fait, si je devais un petit peu résumer les forces et limites de ShapeUp, c'est ce que je vous disais, la priorisation, elle est très orientée business. Donc selon ce que vous voulez en faire, en fait, c'est hyper utile parce que ça force vraiment à s'interroger sur ce qu'on veut faire. Il y a toujours 1000 choses à faire sur un produit, de choses à corriger, à améliorer. Le fait d'avoir un objectif et de se dire je priorise à l'aune que de ça, en fait, ça aide à le faire. Mais c'est ce que je vous disais, parfois peut-être un peu au détriment de la tech ou du design. Et après, les cycles de 6 semaines, il y a des gens pour qui c'est beaucoup trop long, d'autres gens pour qui c'est beaucoup trop court. Donc ça dépend un peu de où vous en êtes niveau maturité de votre produit. Nous, typiquement, donc, on a des impact teams, mais en fait, on a une équipe qui est sortie de ce mode-là, ShapeUp, parce qu'il devait passer en mode POC et on voulait tester des choses avec l'IA. Et en fait, on s'est dit, en cycle de 6 semaines, ça va être beaucoup trop long, la boucle de feedback, elle est hyper longue. On veut quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus itératif. Au bout d'une semaine, on est capable de savoir, OK, on continue, on réinvestit, non, on s'arrête. Donc, eux ne sont plus en ShapeUp et c'est assumé parce qu'en fait, on s'est dit, le modèle ne correspond pas à ce que souhaite faire cette équipe chez Evaneos. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer sur la méthode ShapeUp, un peu une slide qui recense les prérequis. Première chose, je pense, c'est avoir un produit stable, parce que c'est ce qu'on se disait au début, pendant 6 semaines, on est censé être sur nos sujets et ne pas se disperser, ne pas corriger de bugs ou de support. Donc, ça signifie une certaine stabilité technique que nous, on avait vraiment. Pour le coup, il y avait une très bonne stack technique chez Evaneos, et c'est pour ça qu'on s'est permis de passer en ShapeUp. On a vu à un moment que du coup, peut-être elle était moins bien maintenue, qu'elle allait un peu se dégrader. C'est pour ça qu'on a décidé d'allouer 15% du temps de cycle à ça. Mais du coup, c'est un prérequis. Si aujourd'hui, vous ne l'avez pas, je dirais que c'est peut-être un peu bancal de se lancer dans ShapeUp. Deuxième point, c'est la confiance du leadership. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, les équipes ont beaucoup d'autonomie.
Alors en effet, en betting table, il valide sur quoi on va passer du temps en termes de shape et de build, mais en fait c'est 1 heure toutes les 8 semaines et on se revoit pas tant que ça en dehors de ces 8 semaines. En fait, on se voit une fois toutes les 8 semaines, donc ça nécessite de la préparation, de la confiance et derrière de l'engagement. Donc voilà, il faut que ça marche. Enfin, pour que ça marche, il faut forcément que le management soit embarqué et une organisation produit plutôt mature. Donc c'est ce que je disais, vu que les cycles de 6 semaines, ça peut être un peu long, c'est pas forcément l'idéal si vous devez lancer un produit qui n'a pas de market fit. Mais aussi derrière organisation plutôt mature, je mets les profils qui sont derrière. Typiquement, nous, tech, c'est tous des équipes tech assez seniors, en fait, qui ont vachement l'habitude de s'auto-organiser, notamment l'engineering manager, qui en fait reprend aussi un peu une partie PO, parce que c'est lui qui suit le delivery, qui découpe, qui s'assure en fait que tout est bien fait. Bah, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille et qui n'a pas commencé le dev il y a peu. Pareil côté PM, c'est beaucoup d'autonomie, beaucoup de discovery. C'est très orienté KPI, ROI, business, donc ça signifie qu'il faut avoir un peu l'habitude de tout ça et qu'on n'est pas forcément mentoré, enfin qu'il faut être autonome tout seul, quoi, avancer, voilà. Donc un peu, je dirais, ces 3 gros axes si vous avez envie d'essayer ShapeUp chez vous. Et donc en conclusion, bah, nous ça fait 4 ans que c'est chez Evaneos. Pour le coup, ça a été un vrai catalyseur. Ça nous a permis de corriger plein de choses, d'avancer. On continue dessus. Après, comme je vous montre, à chaque fois, on a un peu itéré, il y a des équipes qui en sortent. Et du coup, si j'avais un point à dire, c'est qu'il n'y a quand même pas d'organisation parfaite. Là, je vous en ai parlé parce que je le vis. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'implémenter à tout prix. Et pour le coup, une orga produit, faut qu'elle évolue avec son produit, avec les équipes. Donc sa seniorité, si ça bouge pas, et il ne faut pas qu'elle soit figée dans le temps. Du coup, si je devais refaire ce talk dans 6 mois ou dans 1 an, je pense que je dirais pas tout à fait la même chose. Et voilà, le voyage continue. Merci. Et si vous avez des questions ou des remarques en échange, je vous écoute. Combien de personnes dans l'organisation au total? En tout, on est 170, 7 PM, et du coup, il doit y avoir une trentaine de développeurs. Il y a 4 devs par équipe. Oui, merci pour ta conf. Et j'ai une question sur la discipline des 8 semaines. Il y a d'autres mécanismes où on tombe fatalement sur les moments de décision qui sont sur des périodes de vacances. Donc ta betting table, elle tombe entre Noël et le jour de l'an. On n'adapte pas. Ça s'est passé comment sur ces 4 ans? Ouais, c'est une bonne question. Oui, on adapte un peu. Typiquement, l'été, on ne fait pas une cooldown de 2 semaines, on fait une summer cooldown qui va durer juillet-août. Et en vrai, c'est pas mal. Ça permet de corriger plein de choses, de voir l'expérience transverse. Parce qu'en fait, juillet-août, les équipes sont trop morcelées. Et pareil, on fait en sorte que ça ne tombe jamais entre Noël et le jour de l'an, quoi, la betting table. Et après, il y a un peu un truc de normalement le PM, vu que les dates sont fixes, est censé ne pas être en vacances pendant les betting tables, parce que c'est quand même un enjeu important. Moi, j'avoue, j'en ai loupé une, donc j'avais vraiment bien briefé l'équipe et beaucoup bossé en amont. Mais c'est quand même un rituel où c'est mieux d'être là. Merci, c'était très intéressant. En fait, j'ai 2 questions sur les paris, la betting table. Comment sont décidés ces bets? C'est vraiment toi, le PM, qui décide ou qui propose et après c'est raffiné? Ou voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est l'amélioration continue, mais vraiment produit, parce que là on parlait beaucoup de tech et des techniques. Mais comment ça se passe si par exemple tu as un scope de ton projet pendant le shape et le build, mais après si c'est fini avec ce scope, comment vous décidez de l'améliorer si ça dépasse? Est-ce que ça vient plus tard? Est-ce que c'est une nouvelle proposition? Voilà. Okay. Pour la première question, du coup, oui. Enfin, le PM est censé vraiment, c'est lui qui est garant de sujets à proposer en betting table, mais en fait, il ne le fait pas tout seul. Il le construit vraiment avec son orchestra. Donc, le co-lead biz, par exemple, a beaucoup d'infos à donner, souvent un peu stratégiques de ce qu'il veut faire. Après, forcément, il y a l'engineering manager. Donc, on co-construit, on va dire, à 5 ça. Après, ce que j'ai peut-être pas beaucoup dit, c'est qu'en fait, quand je dis que ça se prépare, l'enjeu quand même, c'est que peut-être tous les membres du CODIR ne découvrent pas la betting table le jour même. Donc il y a aussi un peu de je te raconte un peu avant, c'est quoi tes enjeux, j'ai peut-être prévalidé avec une personne, enfin un peu préparer le terrain, on va dire, pour qu'elle se passe bien. Donc voilà. Et ta deuxième question, c'était... Ouais. Bah ça, en fait, on ne le fait pas tant que ça, mais je pense que c'est un peu un parti pris de se dire on veut améliorer telle métrique, donc on y va à fond. Une fois qu'on juge que c'est satisfaisant, oui, on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, on pourrait améliorer le produit,
Mais c'est vraiment un arbitrage de est-ce que c'est là où on a le plus d'impact, est-ce que c'est pas sur le truc d'à côté, et du coup on assume de se dire tant pis, la solution elle est peut-être pas parfaite, elle est qu'à 60-80% on va dire de son potentiel, mais il y a un autre enjeu à côté plus fort à aller tacler, et des fois on ne sait pas, et moi j'arrive en betting table en me disant on peut continuer sur ça, je pense que ça nous amène ça, il y a une conviction design qu'il faudrait continuer à itérer dessus, on peut aussi passer à autre chose. En fait, c'est quand même vous qui pariez, c'est votre boîte, donc à la fin, dites-nous sur quoi vous voulez qu'on passe plus de temps. Et des fois, il y a des échanges aussi entre eux, parce que le CTO n'est pas forcément d'accord avec le CBO, etc. Mais on sort du point en étant tous alignés sur ce qu'on fait. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ah ouais. Merci pour la présentation, très intéressante. J'ai deux questions concernant le rôle du product owner. J'ai pas bien compris comment vous jouez dans votre organisation. Et la deuxième question concernant le support aux utilisateurs ou les problématiques de prod et comment vous les gérez. Est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Ouais. Alors du coup, il n'y a pas de PO mais que des PM, donc que des product managers et pas de product owner. C'est un peu ce que je disais, le product manager, il gère un peu la strate de l'équipe où il va, il ne fait pas tant de delivery que ça. Les équipes tech sont vachement autonomes dessus. Et oui, on a une équipe support donc qui répond aux clients, téléphone, message sur Freshdesk, qui nous donne nos tickets support. Et pour le coup, la grosse nouveauté, c'est que soit c'est bloquant et on se dit il y a un risque business et on corrige, soit on se dit bon bah ça apporte un peu de friction mais il y a une solution de contournement et entre guillemets c'est pas grave et on corrige pas tout de suite quoi. Donc il y a un peu ça c'est assumé quoi. Ouais, par ici. Alors ouais, merci pour le talk très intéressant. Juste, j'ai pas bien compris combien il y a d'équipes. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, est-ce que tu as constaté des choses qui se sont standardisées un peu sur le fonctionnement pendant ces 6 semaines, soit en shaping, soit en build, entre les différentes équipes ou entre les différents PM? Est-ce qu'il y a des trucs pratiques qui ont émergé? Alors on est 7 équipes, du coup, donc 7 PM, etc. On est assez autonome sur la façon dont on veut s'organiser. Donc il y a des PM qui suivent plus le delivery que d'autres. On n'a pas forcément les mêmes outils. Après, on se voit quand même en cool-down pour un peu harmoniser les pratiques. Mais on a quand même une grosse autonomie sur ça. Donc on le fait nous parce que ça nous nourrit et qu'on en a envie. Mais en aucun cas, c'est une obligation d'avoir la même méthode pendant le cycle. Merci beaucoup déjà pour le talk. Moi, j'avais plutôt une question sur le product orchestra dont tu parlais, parce que je connais bien le product trio. Donc, en fait, comment ça se passe plutôt au quotidien sur ce product orchestra? Est-ce qu'il y a des événements entre eux 5? Donc, je comprends comment ça se passe sur le terrain. Ouais, on fait un weekly orchestra à 5. Et après, moi, je fais pas mal de one-one. En gros, j'ai un one-one par semaine avec l'engineering manager, le designer, la data et les autres. Donc, c'est quand même moi le point, on va dire, entre ces 5-là. Mais on se voit ensemble une fois par semaine en weekly et une fois par semaine avec toute l'équipe. Donc, tech, expert, métier, orchestra et tout. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une petite question sur le cycle qui est de 6 semaines à 8 semaines en tout, et sur la partie apprentissage. Parce qu'on est beaucoup dans justement les itérations, apprendre vite et du coup ajouter des itérations si nécessaire ou s'arrêter. Et je me demande comment tu le fais, parce que j'ai l'impression que c'est assez long et que l'apprentissage peut être du coup peut-être sur plusieurs cycles et avoir une perte justement d'apprentissage ou de rapidité dans l'apprentissage. Ouais, parfois quand on est un peu convaincu d'un sujet, on se dit on fait une semaine de shape et en fait on est quasi convaincu que ça va être bon, donc on se dit on prépare du temps pour enchaîner avec 2 semaines de build par exemple. Sinon c'est une question un peu d'agencement de cycle, mais en effet il faut quand même être assez fort, c'est ce que je disais sur les idées reviendront, sur comment on recense tous ces insights, comment on s'en resserre au bon moment pour les ressortir et pas les oublier quoi. Donc il faut une certaine discipline quand même. Bonjour, merci beaucoup. J'avais 2 questions. La première, c'est tu disais qu'il fallait beaucoup de maturité aussi bien du côté produit que du côté tech. Et vous n'êtes pas petit, vous êtes quand même assez nombreux. Est-ce qu'il y a, à ton avis, une limite de scaling à partir duquel ça ne fonctionne plus? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est compatible avec le télétravail? Est-ce que vous faites en sorte d'être tous sur place lors des bêtes et ainsi de suite? Alors c'est une bonne question parce que du coup, après Covid, comme tout le monde, Evaneo s'est passé en télétravail et a décidé de ne pas revenir forcément en présentiel. Donc on a soit un contrat hybride où on fait un peu comme on veut, on vient, soit un contrat full remote. Les développeurs, sans surprise, sont beaucoup en full remote. Quasiment pas tous, mais en vrai, on a 30% de la boîte qui est en full remote et c'est quasiment les équipes tech.
Ouais. Moi, typiquement, tous mes développeurs sont à distance. Après, du coup, on a des rituels. On se retrouve sur Geyser, qui est une plateforme en ligne, un peu de plateforme, de bureau virtuel, où on se parle tous les jours. Il y a des rituels, mais ça fonctionne très bien. Et en fait, on doit revenir 2 jours sur place pendant les Evaneos Days, où là, toute la boîte collectivement est là, a des rituels tous ensemble. Et tout le reste, on va dire, du mois, c'est un peu auto-organisation, quoi. Et ta première question, pardon, c'était... Est-ce que ça peut scaler ? Du coup, pendant un cycle, on est quand même vraiment très concentré sur son équipe, ses problématiques. C'est un peu dur de voir ce que font les autres et d'être au courant. Donc la cooldown sert à ça. Et après, j'ai envie de dire, nos leads servent à ça. On a un lead PM B2B, un lead PM B2C, qui font aussi un peu cette synchro pour avoir une expérience uniforme du produit et savoir qui fait quoi. Donc je pense que ça pourrait scaler, mais que ça demanderait encore plus de rigueur peut-être sur ces rituels inter-équipes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en avoir tant que ça, en fait. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le rôle du PM pendant le cycle de 6 semaines pour la partie tech, le build. Je m'explique. Du coup, le 6 semaines, ça fait pour moi un effet tunnel, notamment si le PM il est très concentré sur son rôle de PM marketing. Et du coup, est-ce que c'était one-one hebdomadaire avec l'IM qui mitige ce risque, ou est-ce que vous voyez plus fréquemment, parce qu'autrement... Voilà. Oui, on se voit toutes les semaines. Et en vrai, 6 semaines, mais c'est pas un tunnel dans le sens où sur 6 semaines, souvent, on a quand même 2-3 sujets. Donc finalement, ça peut revenir à des sprints. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une livraison au bout de 6 semaines. Enfin, pour le coup, on est presque en livraison continue de si c'est prêt, c'est shippé, je regarde, je corrige, je fais des retours, et ainsi de suite au fil de l'eau. C'est juste que c'est moins ma responsabilité. En fait, typiquement, c'est pas moi qui suis censée tester. Je le fais toujours parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et de temps en temps, je vois qu'il y a des choses. Mais en fait, les devs testent eux-mêmes. Et souvent, quand ils sont prêts à dev, ils ont un peu fait déjà cette phase, par exemple, de recette, quoi. Et pareil, ils me posent des questions s'ils ont des questions sur la feature, ce qui n'était pas clair. Mais sinon, ils s'auto-organisent, on va dire, si c'est clair, pour découper et faire, quoi. Mais on a des weekly et on se parle quand même toutes les semaines. Et après, bien sûr. C'était quasiment la même question et je vais l'approfondir parce que justement par rapport aux 6 semaines, en termes de cycle et de capacité d'évolution, parce que tu parlais, tu donnes un cap, tu donnes potentiellement des KPI, et donc potentiellement combien d'itérations tu peux avoir sur un KPI purement business que tu voudrais avoir, et quel est le nombre de cycles que l'équipe peut essayer d'avoir. Ouais. En vrai, ça, la réponse, ça va être selon derrière le ROI qu'on veut avoir. Mais moi, mon KPI, donc améliorer le taux de vente, en vrai, c'est sans fin, hein. Je peux l'améliorer de plein de façons. Enfin, j'ai fait une année dessus, je repars sur une 2e année. Après, j'avais des proxy KPI plus précis, typiquement améliorer l'appétence d'un devis voyageur. Et ça, en fait, j'ai passé 4-5 cycles. Et des fois, justement, on avait un sujet hyper prometteur de proposer des alternatives aux voyageurs. On a fait un cycle en shape, on a fait un cycle en expérimentation. Et je pense qu'au prochain cycle, je vais reproposer une semaine d'appétit pour améliorer la fonctionnalité, parce qu'en fait, elle est hyper porteuse, elle fonctionne bien. Et j'ai identifié des points où si on les corrige, ça fonctionnera encore mieux. Mais par contre, si derrière on voit que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas d'appétence, pas d'usage, on ne surinvestit pas dessus, quoi. Bonjour, merci pour ta présentation, c'est très intéressant. Je me posais la question sur, ça rejoint un petit peu l'idée du scaling, mais comment vous assurez qu'il y a une cohérence produit au niveau de la boîte entre les différentes équipes? Vous êtes 7 équipes, si j'ai bien compris, 170 personnes au total. Et comment vous faites dans les cooldowns, vous prenez le temps d'essayer d'assurer Typiquement, côté design, donc ils ont un design système très unifié. Donc normalement, on va dire qu'il y a quand même une patte, une identité Evaneos qui se retrouve partout. Les designers font des design reviews à chaque fois, normalement, qu'il y a des nouvelles maquettes pour justement s'assurer de cette cohérence. Côté tech, à chaque cooldown. Et après, nous, on est censé un peu se parler. Mais pour le coup, c'est vrai. Typiquement, on a l'espace perso Evaneos où interagissent plusieurs équipes parce que tu as ton espace perso avant le voyage, pendant, après. Et il y a un moment, en fait, on y allait tous de notre feature. On rajoutait tous un truc sur le même écran parce que moi, ça servait mon objectif business, il y en a, ça servait leur objectif. La page était moche, elle ressemblait à rien. Et on a pris la dernière summer cooldown de cet été en disant on pense cet espace perso comme un produit à part, quelle fonctionnalité on veut par rapport au voyage avant, après. Et là, typiquement, c'est un exemple de ça cohabitait mal si on était chacun sur notre périmètre, donc il a fallu faire un travail ensemble. Et on essaie d'identifier quand il y a ces sujets-là pour les travailler en cooldown ou en summer cooldown, quoi. Tu as dit qu'en fait c'était pas mal pour un produit déjà mature parce que du coup pour gérer les bugs ça introduit trop de perturbations dans les cycles.
Mais ça me paraît quand même plus fait pour développer un nouveau produit que sur un produit hyper mature où il n'y aurait plus beaucoup de fonctionnalités à rajouter. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton point de vue là-dessus sur sa place dans le cycle de vie d'un produit? Je pense qu'au tout début, quand il n'y a rien qu'on veut poker, c'est un peu tôt parce que 6 semaines, en fait, c'est long. Enfin, en fait, il faut que tes stakeholders aient un feedback plus rapide, quoi. Après, si tu es très mature, je pense que ça dépend de l'état du produit et de la stack technique, quoi. Mais ouais. Désolée, je ne sais pas plus. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était très intéressant. J'avais une question, je voulais revenir sur l'organisation pendant les phases de shape et de build. Ma question c'était, est-ce que pendant les phases de shape, il n'y a que l'orchestra qui shape pendant que les développeurs sont tout le temps en build, ou alors est-ce que les développeurs participent aussi au shape, puis ensuite toute l'équipe en build? Comment vous partagez les deux cycles? Donc dans l'idée, c'est quand même plus shape orchestra, on va dire, et build développeur, mais des fois on a besoin de ressources techniques sur le shape, où il y a plein de devs qui ont aussi envie de contribuer à cette réflexion aux ateliers, et on essaie de l'anticiper à la betting table. Donc en fait, c'est ce que je montrais là sur nos pitchs formatés. On a un encart ressources, et des fois on dit on aura besoin de quelqu'un d'une autre communauté, d'une autre équipe, on aura besoin de temps front, on aura besoin de temps back, et on dit du coup peut-être 2 jours d'appétit, grosso modo, mais on prend en compte ce temps, parce qu'il y a tout l'aspect comment tu construis un cycle. Du coup, tu as plein d'idées, tu as 6 semaines, donc qu'est-ce qui rentre pas, avec les vacances, la capa, etc. à faire quand même, quoi. Oui, moi je voulais savoir, vous avez parlé de plusieurs types de shape, le constructif, c'est ça, exploratoire et tout, ouais. Ça, c'est des phases qui s'enchaînent ou c'est des types de shape différents tout simplement? C'est-à-dire que selon le sujet, on va partir sur un truc plus technique ou plus conductif, je crois. Oui, ça. Voilà, ça dépend. conductif. En fait, on va dire que dans un cycle classique idéal, on explore, donc on a plein d'opportunités, on se dit celle-là, elle a l'air plus prometteuse, donc on fait un shape conductif. C'est validé, on part en build. En vrai, le shape technique, on ne l'exploite pas tant que ça, j'avoue. Après, parfois, du coup, ça fait un cycle un peu long, exploration, conductif, build. Ça nous arrive d'avoir des fortes convictions, d'avoir déjà itéré vu que le produit existe. Donc, en fait, on fait que du conductif, du build. Ça nous arrive aussi pour des petits sujets de se dire, là, en fait, on ship, on build, on ne va pas faire un A/B test, ça ne sert à rien, quoi. Donc, ouais, vraiment. Et des fois aussi de la confiance qu'ont nos leads dans ça et à quel point ils sont prêts à y aller ou pas, quoi. Deux questions en une. Est-ce que ça arrive qu'en sortie de Betting Table, vous ayez tout jeté, qu'on dise non à toutes tes idées? Et c'est un peu lié. Est-ce que du coup, même si c'est pas ta North Star, mais si on se rend compte qu'il y a une équipe qui a vraiment 2 idées incroyables, est-ce qu'on peut se permettre de changer un peu des périmètres d'équipe? Ouais, alors tout jeter, non. Mais moi, typiquement, ça m'est arrivé, on proposait quelque chose de très construit, très bien. Et en fait, notre leadership avait envie qu'on aille explorer autre chose parce qu'ils avaient l'impression que c'était hyper prometteur, la co-construction. Ils voulaient qu'on y aille. Et nous, on a eu une attitude plus raisonnée en disant ça, on a continué, on veut itérer dessus, on sait que ça un peu. Et ils nous ont un peu challengé sur est-ce que vous ne voulez pas switcher maintenant, c'est le début de l'année, explorer, prenez des risques, c'est pas grave si ça marche pas, s'il n'y a aucun ROI, mais on a envie de savoir. Donc du coup, on a un peu tourné autour et on a changé des pitchs, quoi. Et ton autre question, c'était... Ah oui, est-ce qu'on change? En fait, on fonctionne vachement par semestre. Donc un semestre, c'est 3 cycles et l'autre semestre, 3. Et typiquement, nous, l'année dernière, d'un semestre à l'autre, on a tous légèrement pivoté. Parce qu'en fait, on apprenait des choses au fur et à mesure. Donc, on s'est dit, le 2e semestre, il sera teinté plus voyageur, plus ceci. Et là, pareil, d'une année à l'autre, on refait un peu la strat produit. Donc, même si j'ai toujours le même KPI à faire bouger, c'est plus forcément le même angle derrière pour l'attaquer, quoi. Est-ce qu'à certains moments, il pourrait y avoir des sujets imposés venus de plus haut, par exemple un sujet de sécurité qu'il faut faire, personne n'a envie parce que ça plaît à personne, mais il n'y a pas le choix. Ou typiquement dans ma boîte, on est en train de migrer dans le cloud. C'est un enjeu business très fort. On est dessus depuis plus de 6 mois et on en a encore pour longtemps. Voilà, c'est majeur par rapport à tout le reste. Clairement, tous les sujets produits dégagent. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là?
Alors, on a, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, une équipe plateforme où du coup, c'est un peu les ops, sécu, etc., qui va peut-être prendre en compte un peu ces sujets justement pour qu'on ait toujours la bonne stack technique pour le faire. Et après, il y avait des sujets de grosse migration de lib et tout front. Bon, et les pauvres, ils l'ont fait de cooldown en cooldown. Donc, en fait, je pense que ça aurait pu être fait en peut-être 2-3 semaines collées. Mais comme ça s'est étalé à chaque cooldown parce qu'on voulait avoir nos cycles, finalement, ça leur a pris 3-4 mois. Après, je pense que ce n'était pas un souci, c'est juste qu'on avait acté que ça prendrait plus de temps, quoi. Mais ouais. J'ai une autre question. Est-ce qu'il vous est arrivé de louper un cycle de build? À la fin du build, vous ne répondez pas à la problématique ou je ne sais quoi? Ça nous est arrivé de ne pas mettre assez d'appétit au regard de la complexité technique. De se dire, typiquement, on avait des irritants et on voulait les corriger parce qu'on savait que c'était quand même compliqué dans l'expérience agent, mais on ne voulait pas y consacrer trop de temps, ça ne rapporte pas trop de bise, on s'était dit 2 semaines. Côté tech, ils avaient dérisqué rapidement en disant « Ok, ça tient ». En commençant, on s'est rendu compte « Non, ça ne tient pas » en 2 semaines. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même levé les stylos à la fin du cycle, mais au prochain cycle, on a racheté du temps. On a dit en fait, voilà, on est désolé, on pensait arriver à ça. Bon, bah voilà, mal scopé, on a envie de racheter, on veut 1 semaine en plus, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, c'est l'appétit, c'est quel temps on veut y prendre, mais il faut quand même être conscient du temps que ça met, quoi. C'est un petit équilibre à trouver. Et du coup, tu as un peu répondu. Je me demandais si vous trichiez un peu dans ces cas-là. Donc là, tu as avoué que vous pouviez tricher un peu. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, vous avez remis à la betting table un sujet où peut-être c'était pas celui qui avait le meilleur ROI, mais vous dites on le finit pour 1 semaine. Et ma question corollaire, c'est est-ce que des fois, tu as de la frustration de ne pas avoir fini quelque chose, justement avec ce système où c'est très orienté business, ta dette fonctionnelle, des fois tu la résous jamais. Comment tu le vis? Moi, j'ai pas trop cette frustration-là, mais je pense que les techs l'ont parfois un peu. Du coup, on avait 2-3 semaines d'appétit, on l'a fait, c'est bien, mais on aurait pu le faire bien mieux. On aurait pu refactorer plus, etc. Donc les techs l'ont, et les designers parfois un peu aussi. Du coup, vu qu'on a été contraint, l'expérience, elle est bien. On sait que vu ce qui se fait aujourd'hui, pourrait y avoir du delight, ça pourrait être waouh, ça pourrait être mieux. Moi, en tant que PM, vu que j'ai tellement d'enjeux, d'entrants et tout, je me dis, si c'est déjà bien, ça me va de passer à autre chose et je fais mon deuil, on va dire, peut-être plus rapidement que les autres, quoi. Et est-ce que ça te semblerait réalisable de se dire tout le monde n'est pas en shape-up et j'ai peut-être justement des équipes, et ça peut être tournant ou autre, mais peut-être plus orientées à traiter les retours utilisateurs ou qui sont moins dans un objectif très business et plutôt de fignoler ou ce genre de choses? Je pense que ce qui se passerait, c'est que peut-être, je ne sais pas s'il y a des équipes qui naturellement auraient envie de traiter que des retours utilisateurs, mais après, pourquoi pas si c'était imposé et tout. Nous, en vrai, ça tourne bien. Honnêtement, c'était un peu une de mes inquiétudes avant de rejoindre Evaneos, de OK, le PM fait pas trop de delivery, gère pas les bugs et il y en a que toutes les 8 semaines, genre comment ça marche? Bah, ça fonctionne. Alors après, je connais pas la stack technique, etc., mais ça fonctionne bien. Et je pense que ça pousse aussi les équipes support à bien qualifier les bugs. S'ils sont importants, on les corrige. Et c'est ce que je disais, sinon le produit, il n'est pas parfait. Mais en fait, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est des petites choses où on se dit, c'est pas grave. En fait, ça n'empêche pas de réserver un voyage, d'avoir une bonne expérience de voyage, d'être en sécurité, de rentrer. En fait, on est assez au clair sur quels sont nos objectifs principaux. Et le reste, on fait le deuil, quoi. C'est pas grave. On attaque les 2 dernières questions. Merci. Alors j'ai 2 questions, désolé. La première, c'est est-ce que vos développeurs sont full stack? Et la seconde, c'est est-ce qu'il vous arrive de constituer des équipes éphémères parce que vous avez besoin d'expertise particulière? Alors non, ils ne sont pas full stack. Alors que moi, avant, j'avais beaucoup bossé avec des devs full stack. On a vraiment communauté front, communauté back. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont assez seniors et très expérimentés sur leur truc. Mais ce qui fait que si moi, j'ai un back en vacances ou 2, ils ne sont pas interchangeables. Donc ça nécessite une préparation avant cycle pour savoir quelles ressources j'ai. Et après, le côté équipe éphémère pendant les cooldowns, oui, beaucoup. En fait, du coup, s'il y a des petits projets comme ça, 3-4 jours de développement sur un sujet spécifique, ils se montent des petites équipes. Et en fait, tous les devs se connaissent très bien, du coup, parce qu'à chaque cooldown, ils bossent un peu tous ensemble ou avec des personnes différentes, en fait. Du coup, la dernière question, c'est quoi le nombre de sujets shapés qui finissent en build? Est-ce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont mis de côté et qui ne sont jamais
sur lequel, phase de bet, on met rien dessus ou pas? C'est sûr qu'on shape beaucoup plus qu'on build. J'ai pas de ratio en tête, mais on va dire des fois à l'issue d'un shape, moi j'ai détecté 4-5 opportunités et en fait on va se concentrer sur une et ça prend du temps. Donc 3 cycles après, je serai peut-être sur la même ou sur la deuxième, alors j'en ai toujours 2-3 en stock. Mais normalement, si j'ai bien fait mon shape, elles étaient moins importantes que les autres, donc tant pis entre guillemets. Et après, de ce qui se font vraiment recaler en betting table, normalement ça n'arrive pas tant parce qu'il y a un peu ce petit travail de préparation en amont où tu as quand même parlé à tes leads, ton leadership, tu les as préparés. En fait, l'idée aussi, c'est que des fois, tu leur donnes, on envoie un pré-read. Donc en fait, ils lisent aussi la doc avant pour avoir une idée de quelle interview, quelle data et pourquoi on propose ce choix. En fait, l'idée, c'est qu'en betting table, on ne réexplique pas pourquoi on veut proposer ça, mais qu'ils ont eu la doc en amont, quoi. Donc il y a cette pédagogie avant. Ouais. Merci Chloé.